a félicité ce matin le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour le prix Mo Ibrahim. Il a été décerné le 6 mars dernier par la Fondation Mo Ibrahim. À travers cette distinction, le président de la République a honoré le pays tout entier et le continent africain, a précisé le porte-parole du gouvernement. Les initiatives se multiplient pour asseoir la paix et la cohésion sociale de notre pays. Les femmes leaders se mobilisent et appellent nos concitoyens à préserver la paix et la culture sociale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un agenda officiel retenu que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour vendredi 12 mars 2021 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Les conclusions avec Nadia Mohamed et Issa Issa. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déterminant la rémunération et les autres avantages accordés au personnel du secrétariat général du gouvernement. Le présent projet de décret est pris conformément à l'article 20 du décret numéro 2017-298-PRN-PM-SGG du 27 avril 2017 déterminant les attributions du secrétaire général du gouvernement et portant réorganisation du secrétariat général du gouvernement qui prévoit qu'un décret détermine les indemnités et les avantages alloués au personnel du secrétariat général du gouvernement. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. 1. Projet de décret fixant les avantages accordés aux membres de l'Office national de l'entraide pénale et de la coopération judiciaire, dans le souci de satisfaire à la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la justice, à la modernisation, à l'optimisation des cadres d'intervention et de fonctionnement de l'administration centrale du ministère de la Justice, et pour répondre aux besoins spécifiques non couverts par les structures existantes, il a été procédé par décret numéro 2020-686-PRN-MJ du 4 septembre 2020 à la création d'un office national de l'entraide pénale et de la coopération judiciaire au ministère de la Justice. Le présent projet de décret détermine le montant des indemnités de cession et les avantages spéciaux accordés aux membres de l'office, mettant ainsi ses membres dans de meilleures conditions de travail. 2. Projet de décret portant modalité d'application de l'article 5 de la loi 2020-031 du 22 juillet 2020, modifiant et complétant la loi numéro 2018-037 du 1er juin 2018, fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. Le présent projet de décret est pris conformément à l'article 5 nouveau de la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018, fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, qui dispose les cours, les tribunaux de grande instance, le tribunal de commerce, le pôle spécialisé en matière économique et financière et le pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, statut en la forme collégiale. Des assesseurs avec voix délibérative complètent le tribunal du travail. En matière coutumière, des assesseurs avec voix consultative complètent la Cour de cassation, le tribunal de grande instance, le tribunal d'arrondissement communal, le tribunal communal et le tribunal du foncier rural. Le présent projet de décret détermine les conditions de désignation des assesseurs, les règles qui leur sont applicables dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le montant des indemnités de vacation qui leur sont allouées. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications du ministre de la Santé publique. La première communication est relative à la situation de la pandémie de la Covid-19. À la date du 11 mars 2021, la situation se présente comme suit. La tendance actuelle est à la baisse avec un taux d'incidence hebdomadaire qui est passé de 1,88 pour 100 000 habitants la semaine du 8 janvier 2021 à 0,18 sur 100 000 habitants la semaine du 7 mars 2021. La situation dans la sous-région ouest-africaine à la date du 11 mars 2021. Cumul des cas Covid-19 notifiés, 403 448. Cumul des cas enregistrés, 5 209, soit 1,29%. Total cas guéris, 362 464, 89,8%.
Total cas actifs 35 775, 8,8%. Stratégie de la riposte au 11 mars 2021. Total cas confinés 23 983. Total cas sortis du confinement 23 875. Total cas en cours d'autoconfinement 108. Stratégie de prise en charge. Au total, 81 867 tests ont été réalisés au 4 mars 2021, à l'issue desquels 4 853 cas sont confirmés, 4 486 sont sortis guéris, 180 décès sont enregistrés, 187 patients actifs, dont 20 en hospitalisation, avec 0 cas en réanimation. Défi. Le défi majeur reste le déploiement de la vaccination. La deuxième communication est relative à l'attribution d'un marché public par appel d'offres international pour la fourniture et l'installation des équipements et dispositifs médicaux pour les formations sanitaires de la région de Tillabéri. Le montant du marché est de 910 682 € 32 centimes, soit 587 638 442 francs CFA hors taxes et hors douane, avec un délai de livraison de 5 mois. L'attributaire provisoire du marché est la société FSE International de Bruxelles en Belgique. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 107/PM/ARMP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxes sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Il vous souviendra que le prix Mo Ibrahim de leadership africain a été attribué au président de la République, Issoufou Mahamadou, une haute distinction en reconnaissance des efforts déployés en termes de consolidation de la démocratie et de la gouvernance exceptionnelle en Afrique. Une distinction qui a valu au président Issoufou Mahamadou des messages de félicitations d'éminentes personnalités à travers le monde. Autre félicitation et non de moins, celle du gouvernement du Niger qui a travaillé avec l'illustre récipiendaire depuis des années. Ce prix honore le pays tout entier et le continent africain, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. Détail de la cérémonie avec Nadia Mahman et Issa Krisa. Dès son entrée dans la salle de délibération, le chef de l'État fut agréablement surpris de l'ovation à lui réservée par le Premier ministre et son équipe. Ces applaudissements traduisent l'admiration que force le président de la République pour ses qualités d'homme d'État matérialisées par le respect des principes démocratiques, des valeurs républicaines et des droits humains. C'est pour tout cela que le prix Mo Ibrahim lui a été attribué, comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le samedi 6 mars 2021, la Fondation Mo Ibrahim vous a décerné son prestigieux prix. Permettez-moi, au nom du gouvernement, de bousculer votre modestie habituelle en pareille circonstance pour mettre ce prestigieux prix international à votre propre actif. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout au long de votre riche et longue carrière politique, vous avez forgé votre personnalité autour de certaines valeurs. Une fois investi à la magistrature suprême, suite à un choix démocratique et populaire en 2011, puis en 2016, ces valeurs ont permis de marquer votre gouvernance sous le sceau du respect des principes démocratiques, des valeurs républicaines et des droits humains fondamentaux. Cette constance dans le respect de ces valeurs et principes cardinaux a jalonné votre brillant parcours politique d'opposant puis de chef de l'État. Ce qui a donné des fruits mûrs que le peuple nigérien savoure depuis bientôt 10 ans. À travers le respect des libertés fondamentales, le respect des règles de la démocratie, l'existence d'institutions républicaines fortes, libres et indépendantes, la réalisation de vos promesses électorales et surtout le respect de la Constitution. C'est donc sans fausse modestie, tout naturellement,
que la Fondation Mo Ibrahim, fortement impressionnée par votre bonne gouvernance et votre strict respect de la Constitution, au terme de votre second et dernier mandat, a décidé de vous décerner son prix, dont l'attribution est âprement disputée et les critères d'éligibilité rigoureusement et étroitement surveillés. D'ailleurs, faute de candidats réunissant les qualités que vous avez, les qualités requises donc, le prix Mo Ibrahim n'a pas été décerné depuis 2017. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous votre gouvernance, le peuple nigérien a connu de grandes réalisations, d'immenses chefs-d'œuvre et une bonne croissance économique. Cerise sur le gâteau, dans quelques jours, il assistera avec émotion et ferveur au premier passage des témoins entre vous et votre successeur, élu dans les mêmes conditions que vous, c'est-à-dire démocrate Kamal. En vous décernant ce prix, la Fondation Mo Ibrahim vous félicite aussi pour avoir affronté et relevé les défis qui étaient apparemment insurmontables, dont faisaient face avec stoïcisme les populations nigériennes avant votre accession à la magistrature suprême. Aujourd'hui, c'est le peuple enthousiaste, fier et altier du Niger qui est réconforté par ce prix qui est également le sien. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette distinction qui va allonger la liste déjà longue des honneurs que l'Afrique et le monde vous ont fait, pour récompenser votre désir toujours ardent de travailler sans relâche pour le bonheur des Nigériennes et des Nigériens, sonne aussi comme une renaissance des dirigeants d'aujourd'hui, dont malheureusement certains sont moins enclins à respecter les dispositions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne le respect des mandats. Assurément, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre exemple sera cité dans les bréviaires politiques et sera inscrit à lettres d'or dans les annales de l'histoire politique de l'Afrique contemporaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à travers ce prestigieux prix, c'est le peuple nigérien et toute l'Afrique entière qui vous félicitent et vous disent merci. Merci pour ce que vous avez réalisé au bénéfice du peuple nigérien, avec si peu à la tête d'un pays confronté à d'énormes défis. Merci pour avoir ordonné le Niger et toute l'Afrique. Félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En répondant avec toute la modestie qui le caractérise, Issoufou Mahamadou estime que le mérite de ce prix revient surtout au gouvernement et au peuple nigérien, ayant consenti d'énormes sacrifices pour accompagner les projets des autorités. Je suis tenté de vous retourner cet hommage. Parce qu'au fond, ce prix, qui m'honore certes, est un prix qui honore l'ensemble du peuple nigérien et qui honore son gouvernement. Parce que c'est un prix qui reconnaît les résultats de l'action gouvernementale, les résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme de Renaissance. Mise en œuvre qui a permis, comme ceux qui ont donné ce prix l'ont dit, l'ont souligné, ça reconnaît les transformations que nous avons engagées ensemble dans l'intérêt du peuple nigérien, dans tous les domaines. Là, tout à l'heure, on va examiner le bilan des 10 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance. À la lecture de ce bilan, on note que le Niger a changé dans tous les secteurs. Toutes les priorités que nous avions engagées de mettre en œuvre ont été effectivement mises en œuvre par vous, mesdames et messieurs les ministres. Donc, ce prix reconnaît et récompense le travail que vous avez abattu sous la direction du Premier ministre Brigitte Rafini
Donc, je considère qu'au-delà de ma personne, c'est le gouvernement du Niger, c'est le peuple nigérien qui sont honorés par l'attribution d'un tel prix. J'espère que la mise sur les rails du Niger va se poursuivre. Et une des réalisations les plus fortes, d'ailleurs soulignées par les attributeurs de ce prix, c'est cette alternance historique que nous allons réaliser le 2 avril. Et j'espère que cette alternance sera suivie par beaucoup d'autres, parce que le Niger en a besoin. Je continue de dire qu'on a besoin d'institutions démocratiques fortes et stables. C'est une des conditions pour mener le Niger vers l'émergence dont il a besoin. Elle n'est pas la seule, mais c'est une condition forte, c'est une condition décisive. Si elle est remplie, si ce défi institutionnel est surmonté, les autres défis peuvent l'être plus facilement. Voilà, encore une nouvelle fois, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, merci pour vos mots gentils. Merci encore une nouvelle fois d'avoir travaillé à mes côtés dans des conditions extrêmement difficiles. Merci beaucoup. Ainsi, grâce au président de la République, le Niger est à l'honneur et son peuple est fier et jaloux des progrès enregistrés au cours des 10 ans consacrés à la Renaissance. Après 2 mandats à la tête du Niger, Issoufou Mahamadou, 68 ans, est récompensé pour son bilan en faveur de la croissance économique, mais aussi pour avoir respecté la transition démocratique, une première au Niger. Après cette consécration du président de la République Issoufou Mahamadou, notre pays vient d'être également honoré à travers la promotion du président de la FENIFOOT en tant que membre du comité exécutif de la CAF. Une action à mettre à l'actif du premier supporter du MENA national, Issoufou Mahamadou, qui n'a rien ménagé pour le développement du sport nigérien en général et du football en particulier. Le moment fort de cet événement avec Hassimi Abdoulaye. C'est désormais chose faite. Le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Himhamidou Dipele, membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF. Le premier responsable du football nigérien a été élu par acclamation lors de l'Assemblée générale ordinaire et élective de la CAF, tenue ce vendredi 12 mars à Rabat, au Maroc. Je ne peux que remercier, comme je fais tout le temps, les Nigériens. J'ai tout fait en tout cas pour faire de telle sorte que le Niger soit étiqueté, cartographié sur le monde footballistique africain. Je pense que c'est chose faite déjà. Déjà sur les résultats sportifs, aujourd'hui on compte tailler le Niger. Maintenant sur le plan politique aussi, on est en train de faire notre petit... un peu historique pour moi et surtout pour mon pays. C'est la première fois qu'un Nigérien arrive à ce stade-là dans le milieu footballistique, en tout cas africain et sur le plan mondial. Plusieurs observateurs du football africain se réjouissent de l'élection du colonel-major Jibril Himhamidou au sein du comité exécutif de la CAF. Selon eux, Pelé est l'homme de la situation au vu de ses nombreuses réalisations tant sur le plan national qu'international. Le colonel Pelé est l'homme qu'il faut maintenant aujourd'hui à cette zone de l'Afrique. Il aime le football, il aime les footballeurs. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme les autres présidents, comme la majorité des présidents qui sont intéressés par l'argent du football. Lui, c'est le football qui l'intéresse, c'est la stratégie. Avec lui, le Niger a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'était pas donné, ce n'était pas tombé du ciel. Il a entamé des réformes. Nous, notre président de la Fédération en Mauritanie, la première fois, quand il est devenu président de la Fédération, il est parti au Niger pour voir comment vous le faites. Il a dit, le Niger, vous avez les mêmes caractéristiques que la Mauritanie, on va essayer d'adapter. Donc, le football mauritanien aujourd'hui, c'est l'enfant, peut-être l'enfant du football nigérien. Je pense que son exemple fait école, tout le monde en parle. C'est pour cela que il a été aujourd'hui acclamé au niveau du comité exécutif de la CAF. Je pense que c'est pour qu'il puisse apporter un plus-value. Et je n'en doute pas, quand je connais le président, c'est un bosseur, il est infatigable, il est intraitable. Aujourd'hui, c'est le moment, comme on dit, et c'est arrivé.
et nous ne doutons pas qu'il sera largement à la hauteur de la tâche. Vous connaissez quand même l'expérience et le parcours de l'homme. Le parcours, il est élogieux, de l'AS Fan qu'il a dirigé, en passant par la Ligue de Niamey jusqu'à la Fenifoot ou encore l'UFOAB. Vraiment, il a fait ses preuves, nous pensons, et nous avons découvert, reconnu un homme très très rigoureux, très passionné et qui est prêt à tous les sacrifices pour la victoire du football, pour que le football soit effectivement un élément très très fort. Le colonel-major Djibril Hamidou est élu pour un mandat de 4 ans. Il est le premier Nigérien à occuper ce poste de membre du comité exécutif de la CAF. Outre l'élection des membres de son comité exécutif, la CAF sera désormais dirigée par un nouveau président, à savoir le Sud-Africain Patrice Motsepe. Et puis ce message du président de la République, Issouf Mahamadou, adressé à son homologue, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il est ainsi libellé: Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que je viens d'apprendre le décès de Monsieur Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire, survenu le mercredi 10 mars 2021. Dans cette très douloureuse circonstance, j'adresse à votre Excellence et à la nation ivoirienne les sincères condoléances du Niger et de son peuple. Feu Ahmed Bakayoko a contribué de façon décisive aux efforts du peuple ivoirien pour la paix, la stabilité et la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Le Niger s'associe au deuil du peuple ivoirien pour une si grande perte, celle d'un fils volontaire et dévoué pour sa patrie. En vous renouvelant l'expression de la compassion du peuple nigérien, en demandant à votre Excellence de transmettre ma compassion et ma solidarité à la famille et aux proches du défunt, je prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issouf Mahamadou, président de la République du Niger. Cela dit, autre aspect de cette édition tenue cet après-midi à Niamey, d'une rencontre pour la présentation de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2017-2021. C'est la ministre du plan, Mme Kani Aïchatou Boulama, qui a présidé les travaux. Le point avec Hawa Mamadou et Habib Abdraman. Le plan de développement économique et social PDS constitue le cadre de planification stratégique pour l'amélioration du bien-être de la population. C'est ce PDS 2017-2021, constitué de 11 programmes et 50 sous-programmes structurés autour des 5 axes stratégiques, qui a fait l'objet d'une rencontre autour de la ministre du Plan, Mme Kani Aïchatou Boulama, des représentants des différents ministères concernés et partenaires techniques et financiers. Prenant la parole à cette occasion, la ministre Aïchatou Kani a exhorté les participants pour un travail de qualité, travail qui permettra au tout nouveau président de la République de poursuivre les efforts amorcés. Nous nous réjouissons aujourd'hui de tenir cette importante réunion qui a un double sens. C'est vrai, les rapports des pôles que nous allons adopter vont nourrir le rapport annuel de mise en œuvre du PDS, mais ce rapport qui va sortir avant la fin du mois de mars va sortir à un moment charnière de la vie de notre pays. C'est le passage de témoins entre deux présidents de la République, le sortant et l'entrant. Nous nous réjouissons fortement que nous puissions tenir ce pari de remettre officiellement à son Excellence Monsieur le Premier ministre, président du Comité national d'orientation, avant la fin du mandat du président Issouf Mahamadou, de lui remettre ce rapport annuel de 2020 qui va tracer des perspectives pour la mise en œuvre du PDS la dernière année, c'est-à-dire l'année 2021, et qui va aussi permettre de tirer des leçons de 4 années de mise en œuvre du PDS qui vont pouvoir permettre au nouveau président de la République de donner des directives par rapport aux leçons tirées et aux recommandations que seront issues de ce grand travail. Malgré les chocs économiques,
climatiques, sanitaires qui ont caractérisé la mise en œuvre du PDS, des résultats appréciables ont été enregistrés. C'est une réunion extrêmement importante qui va nous dire en fait pendant les 4 ans, s'agissant de notre pôle, qu'est-ce qui a été fait en matière de mise en œuvre du PDS. Quels sont les principaux résultats enregistrés, les difficultés aussi qu'on avait rencontrées et également quelles suggestions on peut faire pour que le prochain PDS qui sera élaboré, qui va couvrir la période 2022-2026, pour que effectivement les difficultés qu'on a rencontrées dans la mise en œuvre de ce PDS, qu'on ne rencontre pas les mêmes difficultés. Notons que le présent rapport bilan comprend le contexte, la méthodologie, les résultats, les leçons tirées, les difficultés rencontrées, les suggestions et recommandations et aussi les perspectives. Sur la même lancée, le secrétaire général du Conseil régional de Maradi a procédé ce matin à l'ouverture d'un atelier de validation du rapport bilan de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS de la période 2017-2021 de la région. Détail avec Aminat Ali, Hassan et Issouf Suleiman. Ce présent atelier d'une journée a pour objet de valider le rapport bilan régional de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS pour la période 2017-2020. En effet, il vous souviendra que le Niger a mis en œuvre à partir de 2012 son plan de développement économique et social PDS 2012-2015 sous la clairvoyance des autorités de la 7e République, renoué ainsi avec l'exercice de planification économique après 3 décennies d'affaiblissement de cette fonction. C'est un processus qui nous a pris en tout cas environ 40 jours. Il y a le lancement, il y a la phase de collecte, traitement, analyse de données, et à la rédaction du rapport. Maintenant, nous voilà à l'étape finale qui est celle de validation. Le document de planification, qu'il s'agit de PDR, de PDC, de ces plans de développement économique et social. Pour la population, c'est au niveau de l'axe 2 qui prend en charge les 6 secteurs de l'éducation. L'axe 3, les infrastructures de développement, les secteurs privés, l'eau, l'assainissement. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du Conseil régional de Maradi, Mohamed Abdel Karim, a souligné que ce document a été élaboré suivant une démarche participative et selon les étapes suivantes. Une réunion régionale de lancement du processus et de coaching des membres de la cellule régionale de coordination tenue le 29 janvier 2021, la collecte et analyse des données, la rédaction du rapport régional. Comme je l'avais annoncé un peu plus haut, il s'agira pour nous à présent de procéder à la validation du rapport régional de mise en œuvre du PDS pour la période 2017-2020. Aussi voudrais-je vous rappeler que cet exercice nous a permis, entre autres, de relever toutes les difficultés rencontrées, tirer des leçons de la mise en œuvre du PDS 2017-2021 et formuler des recommandations pertinentes pour la dernière année du plan, tout en fournissant les ingrédients au processus programmatique vers le prochain plan de développement économique et social 2022-2026. Compte tenu de l'importance de cette réunion, je vous exhorte à examiner sans complaisance, avec toute l'attention requise, le contenu du présent rapport afin d'apporter les amendements nécessaires. Mamadou Abdel Karim a, au terme de son allocution, exprimé au nom des autorités administratives et régionales leur gratitude à l'endroit de l'UNICEF, du Conseil régional de Maradi, de l'ONG Vision mondiale et tous les autres partenaires techniques et financiers dont les appuis leur ont permis la réalisation du présent rapport. Auparavant, le premier vice-président de la délégation spéciale de Maradi, Abdou Aya Mahamman, a exprimé sa profonde gratitude à tous les participants qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette importante réunion avant de leur souhaiter plein succès à leurs travaux. Nous l'évoquions en titre, les bonnes volontés se mobilisent et multiplient les appels à la concorde et à la cohésion sociale. Les femmes leaders ne sont pas en reste, elles appellent les différents acteurs du Niger à savoir raison garder et à surtout privilégier la préservation de la paix et la quiétude sociale. Nous les suivons dans ces propos recueillis par Jocelyne Amoussou et Abdoulaye Ali. En tant que femme, j'ai toujours rêvé d'un pays où règne la paix. Or, aujourd'hui, vu ce qui se passe, les remous sociaux dans ce pays, nous commençons vraiment à avoir peur. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l'endroit de nos dirigeants politiques à s'asseoir autour d'une table, dialoguer
afin que ce problème-là soit résolu. Et pour instaurer la paix dans ce pays, il faut le concours de tout le monde. Femmes, hommes, leaders, structures de jeunesse. Veillons à ce que la paix règne dans notre société. Personne ne peut venir instaurer la paix dans notre pays. Nous sommes les acteurs et nous avons l'obligation de jouer un rôle très important pour l'instauration de la paix. Ça ne sert à rien de détruire nos villes. À travers les actes de violence, on ne peut jamais résoudre un problème. Nous invitons la classe politique et la population à s'asseoir et dialoguer dans le respect mutuel pour trouver une solution à cette crise-là. Compte tenu de tout ce qu'il y a ces derniers temps, notamment la transmission des messages de haine, nous avons trouvé nécessaire de lancer un appel à toute la population nigérienne afin de faire primer cet esprit de cohésion qui a toujours animé la République du Niger. Nous ne devons pas oublier que nous sommes frères et sœurs, que nous avons toujours vécu ensemble en parfaite harmonie et ce n'est pas maintenant que nous allons nous laisser diviser. Nous devons mettre en avant l'intérêt de notre République, l'intérêt de tous et non des intérêts particuliers individuels. Nous ne devons pas nous laisser instrumentaliser, nous ne devons pas causer du tort à notre frère car demain nous serons encore appelés à vivre ensemble. Nous sommes musulmans, nous sommes humains, nous devons nous rappeler de tout ce que nous avons comme valeur sociale. À partir du moment où les observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, ont reconnu que ces élections se sont déroulées de manière satisfaisante, à partir du moment également où toutes les parties étaient représentées au sein des bureaux de vote, et à partir du moment où il y a des instances auprès desquels on peut porter ces problèmes pour arbitrage, j'en appelle vraiment au sens de patriotisme, au sens de responsabilité des leaders pour qu'ils, à leur tour, lancent un appel à leurs partisans afin qu'ils arrêtent et que nous utilisions les moyens légaux que nous allons devant les institutions compétentes pour revendiquer nos droits et qu'on respecte également la décision de ces institutions. Mais il faudrait que chaque fois que nous le faisons, nous pensons d'abord à ce bien qu'est le Niger. Si le Niger n'existe pas, il n'existera pas de président ou d'autre chose pour diriger ce Niger. Si la paix n'existe pas, comment diriger? Et nous sommes déjà dans un contexte sécuritaire fragile. Si nous fragilisons encore nos institutions ou si nous tergiversons, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il adviendra de ce pays. Geste cérémonie officielle hier jeudi à Agadez, la remise d'un témoignage de satisfaction au gouverneur de la région Sadou Soloké, une initiative d'une association féminine en guise de son engagement pour les femmes de la région d'Agadez. Le point avec Elgabet Atsadek et Bachar Harouna. À M. Sadou Soloké, gouverneur de la région d'Agadez, en reconnaissance de son engagement en faveur de la promotion des droits des femmes en général, dans la région d'Agadez en particulier. L'Association des femmes nigériennes contre la guerre, AFNCG, a décerné ces témoignages de satisfaction à la personne du gouverneur de la région d'Agadez. Une distinction qui arrive juste au lendemain de la Journée internationale de la femme, synonyme de reconnaissance des multiples actions que Sadou Soloké mène depuis sa nomination en tant que gouverneur de la région d'Agadez pour promouvoir les droits de la femme dans son entité administrative, la cohésion sociale, la consolidation de la paix et spécifiquement la scolarisation des jeunes filles. Le principal concerné s'est en effet agréablement senti honoré par cette marque de reconnaissance à juste titre. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous nous engageons à vous accompagner du mieux que nous pouvons parce que tout simplement c'est un rôle normal. C'est normal que l'administration accompagne les femmes.
C'est normal que l'administration accompagne les leaders dans leur lutte permanente pour trouver des droits, pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. Et vous savez, déjà que le gouvernement a fait beaucoup de choses en cette matière de réduction des inégalités entre hommes et femmes. De récentes révisions des quotas hommes-femmes en témoignent. Aussi, je voudrais vous encourager à rester mobilisés pour la cause de la femme. Les femmes leaders de cette association féminine comptent entreprendre des initiatives locales ciblées qui sont à même de booster les grands enjeux et défis des femmes de la région d'Agadez. Et puis une rencontre régionale sur le processus de sortie de crise et gestion des conflits s'est tenue le 10 mars dernier à Difa. C'était sous la présence du gouverneur de la région, d'État avec Bani Youssouf Abdelaziz et Abdraman Majeri. Cette importante rencontre d'échange et de partage a vu la participation, outre des autorités administratives, les honorables chefs traditionnels, les élus locaux, les responsables des forces de défense et de sécurité, les directeurs et chefs des services régionaux, les membres des comités communaux de paix et les leaders de communautés. Cette heureuse initiative de dialogue organisée par le Centre HD permettra sans nul doute aux participants de maintenir le dialogue entre représentants de communautés et de l'État pour passer brièvement en revue la situation sécuritaire de la région, mais aussi évoquer ensemble les questions de prévention et de gestion des tensions et conflits communautaires pour une stabilisation totale dans la région. Et ainsi, après analyse de la situation, des objectifs ont été poursuivis par la rencontre en vue de dégager les perspectives et renforcer la collaboration entre tous les acteurs impliqués. Renforcer les efforts de prévention et de gestion des conflits et autres tensions communautaires en se basant sur les clauses des accords signés et des engagements pris, mais aussi parvenir à une nouvelle entente entre certaines communautés pastorales en conflit dont le processus de dialogue dure des mois. Dans les discours prononcés à cette occasion, le gouverneur de la région Issa Lemine, qui présidait les travaux de la rencontre, souligne que ces objectifs rentrent parfaitement dans la droite ligne des actions gouvernementales relatives à la cohésion sociale et au vivre ensemble dans un environnement sûr et sécurisé. Depuis 6 ans bientôt, les populations de la région de Difa subissent les effets de la crise sécuritaire liée aux actions terroristes de la secte Boko Haram. Cette situation a augmenté le niveau de vulnérabilité à cause de l'accès très limité à certaines zones d'exploitation agro-silvo-pastorale et hydraulique. Les grands déplacements de population de leur bétail, les déficits céréaliers et fourragers récurrents, l'insuffisance et parfois le mauvais maillage des points d'eau ont significativement accentué la précarité pesant déjà sur les différentes couches sociales. La combinaison de tous ces chocs entraîne très souvent des conflits dont le plus récurrent est celui qui oppose les agriculteurs et les éleveurs. Ainsi, après 2 jours d'intenses travaux, les participants à la rencontre régionale sur le processus de sortie de crise et de gestion de conflits ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de paix signé par les chefs coutumiers, les représentants de communautés et le gouverneur de la région qui attache sérieusement du prix à tous ces engagements pris. Le gouverneur Issa Lemine a enfin adressé ses sincères remerciements au Centre HD et aux autres partenaires techniques et financiers qui accompagnent la région de Difa dans cette noble mission sous l'égide de la haute autorité à la consolidation de la paix. Tendance Covid à présent, les résultats des examens virologiques de ce jour 12 mars 2021 se présentent comme suit. Un cas positif de sexe masculin notifié parmi les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage. Ce cas positif provient de la région de Niamey. Aucun décès enregistré à ce jour sur 83 778 000 personnes testées. 4 854 sont déclarés positifs à la Covid-19, parmi lesquels 4 498 guéris, 180 décès, 176 cas actifs, 15 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15
ou le 93 59 18 02. Cela dit, tenu ce matin à Niamey d'un atelier de validation du manuel de procédure de contrôle des certifications de la qualité des prestations de conseil agricole au Niger, plusieurs axes stratégiques ont été évoqués par les participants sur le secteur général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui a présidé l'ouverture des travaux. D'autres précisions avec Emile Kassoum Amadou et Hamidou Abdoulaye. Organisé par l'Agence pour la promotion du conseil agricole APCA de concert avec le programme Promotion de l'agriculture productive PROMAP, cet atelier permet de présenter un manuel de procédure et de contrôle de certification qui s'articule autour de prestations agricoles. Une initiative motivée par la volonté de la coopération allemande de soutenir des processus transformationnels devant aboutir à la création d'institutions fortes capables de booster le développement socio-économique du Niger. Le PROMAP, qui est donc ce programme allemand concentré sur la question de la petite irrigation, donc depuis son initiation en 2012, vise à promouvoir l'accompagnement et l'encadrement de qualité des producteurs de la petite irrigation. Donc ce qui montre notre intérêt pour toute question liée à la délivrance du conseil agricole, donc à la délivrance de la connaissance et du savoir-faire aux producteurs. Effectivement, le conseil agricole est en ce sens un des facteurs les plus déterminants pour l'optimisation des investissements de l'État et des partenaires dans tous les secteurs du développement rural. En procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a axé son intervention sur les enjeux et les défis de l'agriculture nigérienne. Le conseil agricole est de ce fait un facteur d'optimisation et d'efficacité et de viabilité des importants investissements consentis par notre pays pour soutenir le développement d'une agriculture compétitive et rentable au profit des producteurs qui puissent répondre durablement aux besoins alimentaires et nutritionnels des populations nigériennes. C'est pourquoi relancer un conseil agricole disposant de toutes les caractéristiques de qualité, de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité reste un enjeu stratégique aussi bien pour le gouvernement et les collectivités locales que pour les producteurs et d'autres agents économiques ruraux. Auparavant, le directeur général de l'APCA a profité de l'occasion pour faire une brève présentation de l'agence qu'il dirige et qui est une structure légère créée pour le pilotage opérationnel du système national du conseil agricole. Retour à Difa pour signaler l'ouverture ce matin de la première session extraordinaire du conseil régional au titre de l'année 2021. C'était en présence du gouverneur de la région Issa Limine. L'État avec Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. La cérémonie qui consacre ainsi l'ouverture officielle des travaux de cette première session extraordinaire du Conseil régional de Difa au titre de l'année 2021, intervenue ce vendredi, s'est déroulée sous la présidence du président de la dite institution, M. Maïrou Malam Ligari. C'était en présence du gouverneur de la région de Difa, M. Issa Limine, des autorités administratives, communales et coutumières, des cadres régionaux civils et militaires, ainsi que celle des représentants des différentes organisations du système des Nations Unies. Occasion pour le président Maïrou Malam Ligari, dans son discours d'ouverture, de brosser à l'assistance le contexte dans lequel intervient cette session au niveau de la région de Difa, avant de s'appesantir sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de la présente rencontre. La première session extraordinaire 2021 du Conseil régional, objet de la présente cérémonie, comporte l'examen des 3 points inscrits à son ordre du jour. Il s'agit de l'adoption du compte administratif et de gestion de l'exercice 2020, de la prorogation du plan de développement régional PDR 2016-2021 qui est arrivé à son terme en fin 2020. Cette prorogation d'1 an permettra de mobiliser les ressources nécessaires à la replanification du plan de développement régional de Difa et de son alignement à l'horizon temporel du nouveau plan de développement régional économique et social PDS, conformément aux directives que nous avons reçues du gouvernement. Et enfin, de l'adoption d'un avenant au contrat plan État-région portant sur le recrutement de 12 agents sages-femmes pour la région de Difa. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Limine, a saisi cette opportunité pour adresser toutes ses appréciations à l'endroit de cette instance régionale qui, malgré le contexte très difficile de la région de Difa, a su donner le meilleur d'elle-même en matière de développement économique et social de la région de Difa. Le contexte régional de Difa, que nous le savons, est maillé par plusieurs contraintes. Vous avez été contrarié par plusieurs obstacles.
il y a l'insécurité, il y a l'expérimentation, il y a le manque de ressources, donc, entre autres. Mais malgré tout cela, on n'a pas baissé, comme on dit, les bras, et vous avez tenu régulièrement vos sessions et vous avez fait fonctionner le Conseil normalement. Donc, pour toutes ces raisons, je tiens à renouveler toutes mes félicitations. À noter que cette session qui intervient à la fin du mandat du Conseil régional a été l'occasion pour le président Maïrou Malam Ligari de décerner un certain nombre de témoignages officiels de satisfaction à l'endroit des autorités administratives, chefs traditionnels, cadres régionaux, civils et militaires, ainsi que des représentants des différentes organisations du système des Nations Unies intervenant dans la région de Difa. Restons dans la zone pour noter qu'une mission de suivi des activités du projet Biosphère et Patrimoine de Lac Tchad, Biopalt, financé par l'UNESCO, a effectué une série de visites dans la zone d'intervention du projet. Le point avec Ahmed Hassan et Harouna Sanna. Il convient de rappeler que le projet Biosphère et Patrimoine du Lac Tchad, Biopalt, vise à renforcer les capacités des États membres de la Commission du bassin du Lac Tchad, CBLT, à sauvegarder et gérer les ressources hydrologiques, biologiques et culturelles afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et promouvoir la paix. Il est mis en œuvre dans 5 pays riverains du Lac Tchad pour une durée de 4 ans financé par la Banque africaine de développement. Au Niger, le projet Biopalt accompagne les communautés dans la mise en œuvre des activités génératrices de revenus, notamment dans la région de Difa, où il intervient dans l'évaluation des potentiels de création d'une réserve de biosphère dans 3 forêts classées d'une part et d'autre part 3 activités génératrices de revenus qui ont été lancées en septembre 2019 pour la production d'huile de balanite, l'aménagement et l'empoisonnement d'une mare et la valorisation de la vache courie. À cet effet, la mission de suivi des activités s'est rendue successivement à Boulangouyasskou et à Matardé, où ses membres se sont entretenus avec les bénéficiaires afin d'évaluer l'impact des différentes réalisations du projet. L'objectif de notre présence ici est de nous enquérir de l'état d'avancement des activités génératrices de revenus mises en œuvre dans le cadre du projet Biopalt dans une approche participative et inclusive. Vous savez, ce projet a comme principe de ne rien faire pour les communautés sans les communautés. Les activités génératrices de revenus que nous visitons aujourd'hui ont été montées en concertation avec l'accord de ces communautés et elles sont en place depuis un peu plus d'1 an maintenant et nous avons été vraiment satisfaits de constater que les objectifs visés sont en train d'être atteints, c'est-à-dire que ces activités permettent vraiment de diversifier les sources de revenus des communautés et dans un contexte difficile lié donc à la crise sanitaire, la Covid-19. Et ces activités sont de nature à renforcer, je dirais, la résilience socio-économique de ces communautés face à cette crise-là. Notons enfin que les bénéficiaires ont manifesté toute leur reconnaissance à l'État et ses partenaires, notamment le projet Biopalt, pour ses efforts multiples en leur faveur. De Difa, passons à Tillabéri pour noter que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage organisé hier une cérémonie de remise de kits aux apprenants en fin de formation. Sur le secteur général de la commune urbaine de Tillabéri qui a présidé la cérémonie d'État avec Jubo Issa et Ousmane Sanyabdou. Ils sont au total 41 apprentis qui ont suivi une formation et qui viennent de bénéficier de ces kits. Ces 41 apprenants, dont 24 filles âgées de 18 à 25 ans, ont été encadrés par des maîtres d'apprentissage ou maîtres d'encadrement pendant 6 mois. Ces apprenants sont formés dans 4 filières, notamment la mécanique auto, la menuiserie bois, la cuisine-restauration et la couture. Selon Karidi Maman Sani, directeur du FAPA Tillabéri, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage vise à donner l'opportunité à ces jeunes de se fixer dans leur localité pour contribuer au développement local. Ces kits sont des kits qui sont remis à des groupes. Parce que c'est des jeunes qui ont été formés en groupe de 15. Mais cette fois-ci, on va les dispatcher en groupe de 5-5 ou bien des groupes de 3-4 selon la disponibilité des jeunes. Si vous avez été formé, vous avez été accompagné, moi je pense que c'est largement suffisant pour continuer à exercer le métier avec les kits là qu'ils auront reçus. Et Inch'Allah, très prochainement encore, on va continuer à donner des kits à d'autres groupements qu'on a eu à former au niveau de la commune et de toute la région d'ailleurs.
nous allons continuer à donner des kits pour pouvoir pérenniser en fait les métiers dans lesquels ils ont été formés. Le secrétaire général de la commune urbaine de Tillabéri, Salou Issa, en remettant le kit à ces jeunes, leur a prodigué des sages conseils. Il les a exhortés de faire bon usage des connaissances et des matériels mis à leur disposition pour leur épanouissement et partant pour le développement de leur communauté. Il leur a aussi demandé de ne pas baisser les bras car il est sûr qu'ils feront face à la concurrence, mais ils doivent être forts afin de pouvoir forger leur propre développement. Ces jeunes apprenants se réjouissent d'ailleurs du fruit de leur labeur. J'ai suivi cette formation du FAFCA. Je remercie monsieur le directeur du CFM. Je remercie aussi mes parents et je remercie FAFCA aussi. Je suis content d'avoir cette formation et je suis content aussi d'avoir les kits qu'on m'a donnés pour ouvrir mon propre atelier. Il faut noter enfin que selon Mohamed Sani, un comité sera mis en place pour suivre ces jeunes dans leur activité professionnelle pour mieux les aider à réussir. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé ce matin à Dosso les travaux de la 5e réunion du comité de pilotage du programme hydraulique rural et appui au secteur eau et assainissement. Détail avec Ali Hashimou et Haris Garba. Cette importante mission, composée des acteurs en charge de la mise en œuvre des activités du projet des régions de Tillabéri, Maradi et Dosso, conduite par le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Chebou Tankari a visité quelques échantillons de réalisation du programme hydraulique rural appui au secteur eau et assainissement, en abrégé Frazia, dans les communes rurales de Karakara et Zabori. D'abord, les puits pastorales de l'aire de pâturage de Gala, d'une profondeur totale de 58,114 mètres, bien équipés et aménagés, dont les travaux confiés à l'entreprise Ced Also ont coûté la bagatelle somme de plus de 14 millions de francs CFA. Sur place, la délégation a eu un entretien avec les membres du comité de gestion qui ne cachent pas du tout leur sentiment de profonde satisfaction. Ensuite, la délégation a visité un jardin à Ongwalmade et une mini-adduction d'eau potable d'un volume de 30 mètres cubes. Et enfin, visiter des latrines scolaires à Ongwar Turba, suivi des échanges directs avec les populations locales. Dans la ville de Karakara, une autre rencontre d'échange a permis de faire le tour sur la question de la maîtrise d'ouvrage des communes et la gestion déléguée de l'eau. Au cours de la 5e réunion du comité de pilotage de Frazia, le secrétaire général de la région de Dosso, Asman Amadou, a indiqué que le projet s'est affirmé comme un partenaire important dans la région grâce à ses multiples interventions, ce qui a permis d'ailleurs de rehausser le taux de couverture en eau potable dans la région de Dosso. Pour le représentant de la coopération suisse au Niger, Bourem Adamou, le Frazia connaît une bonne mise en application grâce à la disponibilité de tous les acteurs. En termes de contribution à l'atteinte des indicateurs du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement, le PROSEA, on note 57 infrastructures hydrauliques qui ont été réalisées, qui soit un équivalent point d'eau moderne de 279, avec 31 latrines publiques et 4000 latrines familiales, auxquelles s'ajouteront bien sûr les réalisations qui sont en cours et qui vont s'achever d'ici décembre. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a indiqué que la coopération suisse a, durant les 10 ans de mise en œuvre du programme, contribué à améliorer le bien-être des populations de sa zone d'intervention. En effet, la coopération suisse, durant ces 10 ans d'intervention au Niger, a contribué à l'amélioration substantielle de l'accès à l'eau potable des populations rurales par la réalisation des points d'eau villageois et pastoraux, la promotion de l'assainissement total piloté par la communauté, l'assainissement collectif pour un changement de comportement et un accès à des latrines familiales et publiques. Cette 5e réunion du comité de pilotage, Frazia a arrêté la participation des acteurs clés venus des régions de Maradi, Tillabéri, Niamey et Dosso, la région haute. Loisir, enfin, la Loterie nationale du Niger, le LANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 nommé Sugi. Le tirage s'est déroulé sous la supervision des huissiers de justice. Chers téléspectateurs et aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir et bienvenue sur ce plateau consacré au tirage Loto Balsa 590 de ce vendredi 12 mars 2021. Sous la supervision et le contrôle de l'huissier de justice maître Chalari Aboubakar, nous allons évoluer avec le 458e tirage. Souji, place au jeu et bonne chance à tous.
Amis parieurs, nous sommes au terme de cette opération de tirage. Les numéros gagnants de ce soir sont 11, 62, 38, 79, 55. Maître, veuillez nous certifier le résultat de ce tirage. Et en effet, chers téléspectateurs, amis parieurs, comme vous venez de le constater, je confirme et valide la proclamation faite par le maître de cérémonie du résultat du 458e tirage Souji. Les numéros gagnants suivants 11, 62, 38, 79, 55. Félicitations aux heureux gagnants. Bonsoir. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes. C'était les salles. Au revoir.